Bienvenue à toutes et à tous. Merci de choisir la télévision Isanganiro pour vous informer. À la une de l'actualité, le don du sang au Burundi est de 8 personnes pour 1000. C'est au moment où l'Organisation mondiale de la santé OMS recommande 10 pour 1000 habitants. Vous le suivrez dans ce journal. Une adéquation formation-emploi pourrait aider les jeunes lauréats à démontrer leurs compétences professionnelles à travers les stages. C'est une proposition faite par le président de l'association des employeurs avec les patrons d'entreprises et des ONG. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Il faut qu'il y ait une adéquation formation-emploi. Cela pourrait épauler les jeunes lauréats à démontrer leurs compétences une fois recrutés pour des stages professionnels. C'est une doléance faite par le président de l'association des employeurs. C'était dans une rencontre qui a réuni les patrons d'entreprises et des ONG. Le président de l'AEB indique que cela pourrait aider les jeunes lauréats à se développer, n'est-ce pas, Sheila Irambona? Au cours de cette réunion organisée par le PAEJ, le IM et le ministère de l'Éducation avec les patrons des entreprises sur le stage du premier emploi, les intervenants convergeaient sur le fait que le chômage est un véritable problème au Burundi et que même trouver un stage dans une entreprise pour les lauréats des universités est aussi un problème. Le président de l'association des entrepreneurs au Burundi indique que l'un des faits qui font que les patrons d'entreprises ne donnent pas de stage, c'est que les lauréats des universités arrivent sur le marché du travail sans beaucoup d'expérience. Il y a des fois où ces jeunes viennent demander des stages sans avoir des connaissances de base. Ils arrivent sur le lieu de travail sans avoir jamais manipulé un ordinateur à l'université. Et on se retrouve sans savoir par où commencer pour les former. Et d'ajouter aussi que l'autre fait qui dissuade les patrons d'entreprises à octroyer ces stages est le fait qu'ils doivent s'acquitter de tout ce qui a trait à leur sécurité sociale. Le Code de protection sociale stipule que les patrons d'entreprise doivent faire assurer ces stagiaires, mais il faut voir si cela ne dissuade pas les patrons à accueillir ces stagiaires. Il faut envisager comment concilier l'assurance des universités et l'assurance des stages et l'INSS. Il demande qu'il y ait une adéquation de la formation et l'emploi afin d'aider ces jeunes à mieux s'intégrer dans le marché du travail. À propos de ces plaintes qui stipulent que ces patrons demandent de l'expérience à ceux qui demandent des stages, la formation doit être faite de telle sorte que le stagiaire sorte de l'université ayant une expérience requise, le diplôme venant le certifier. L'autre chose que nous demandons est que pour ceux qui ont passé des années dans le chômage, que l'OBM et la BEJ fassent un suivi de les stages et qu'ils se rendent compte de comment se passe réellement leur stage. Cela est dit alors qu'au Burundi, plus de 60% des jeunes sont des chômeurs, d'après une enquête qui a été menée en 2008. Parlant toujours du travail, vous saurez que plus de 12 milliards de francs BOU sur 25 plutôt sont disponibles pour l'ajustement salarial. C'est du moins les propos du ministre Tadei Ndikumana. C'était jeudi lors de la célébration de la journée africaine de la fonction publique. Il précise que le reste sera pour l'ajustement salarial de l'année prochaine. Je vous invite à le suivre. Actuellement, il y a beaucoup de choses. Et la plupart des fonctionnaires qui avaient des salaires inférieurs à ce qui est acceptable, il y a eu des ajustements. Et comme vous le savez, sur cette année fiscale, il était prévu 25 milliards. Et compte tenu de la nouvelle classification emploi type, nous avons vu qu'aujourd'hui, on va utiliser 12 milliards et demi pour l'ajustement salarial.
et le reste sera ajouté à l'enveloppe qui est destinée à cet ajustement salarial pour l'année fiscale 2022-2023. L'État a pris en main cette question de disparité salariale et comme vous le savez, dans l'enveloppe politique salariale, ça sera corrigé au fur et à mesure, ainsi par rapport à la production, au rendement que le pays aura fourni. Donc l'initiative du gouvernement est louable et c'est même apprécié par les autres pays africains. C'est ainsi que l'Union africaine, dans les mois qui suivent, va dépêcher les représentants des pays membres pour venir ici au Burundi et dans l'approche de la revue conjointe où ils pourront voir comment le Burundi a mené à bon port son programme de réforme administrative et de ce programme découle la nouvelle politique salariale. Ce journal continue sur la télévision Isanganiro, page justice transitionnelle à présent. La commission Vérité et Réconciliation a indiqué qu'elle va continuer à exercer sa mission comme elle a été demandée par le gouvernement et ce dernier saura de quoi faire des résultats sortis des rapports de la CVR. Cela a été déclaré par Pierre Claver Nahimana, président de la dite commission. Il a dit lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. Il a également indiqué que l'affaire des étrangers assassinés et les responsables du meurtre de 1972 va être soumis au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Elisa Nakarutimana. Dans cette conférence, les journalistes ont voulu savoir les propos de la commission Vérité et Réconciliation concernant la demande du gouvernement qu'il n'y a pas d'un groupe de personnes considérées comme auteurs de la crise de 1972. Pierre Claver Ndaïtchalié, président de la CVR, a indiqué que la décision sera prise par le gouvernement après l'analyse de ce qui se rend dans le rapport de la CVR. C'est le président qui nous a envoyé. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est le gouvernement qui va prendre les décisions après avoir analysé le rapport du CVR. Chaque institution a sa manière de travailler, ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Donc le gouvernement aussi a sa façon de travailler. Concernant les étrangers assassinés lors de cette crise, Pierre Claver Ndaïtchalié a expliqué que le rapport des enquêtes menées sera déposé au ministère des Affaires étrangères. Il y avait des étrangers assassinés lors de cette crise. Nous allons montrer leurs noms au gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères. Parmi les veuves et orphelins de cette crise, ceux qui se sont entretenus avec la CVR dans certaines provinces sont au nombre de 346. Merci Elisa pour ton reportage. 8 personnes pour 1000 donnent du sang au Burundi au moment où l'Organisation mondiale de la santé OMS exige une échelle moyenne de 10 pour 1000 habitants donneurs de sang par an. Ce sont des chiffres qui sont fournis par le docteur Félicien Nzotungwanayo. Il est le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Il a dit ce vendredi lors d'un don de sang effectué par certains représentants des organisations internationales. Les détails avec Armel Moutori. La durée du sang prélevé est de 35 jours maximum, d'où la nécessité de donner régulièrement ce sang afin de satisfaire la demande, selon le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. La durée de vie du sang, pour ce qui nous concerne, elle est de 35 jours, raison pour laquelle les collectes se font du jour au jour pour avoir toujours du sang à donner pour les nécessités. Répondant à l'appel du ministre de la Santé publique, les représentants des organismes internationaux au Burundi, tels que la Banque mondiale, l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassade allemande au Burundi et bien d'autres, ont voulu donner l'exemple ce vendredi en donnant le sang. Ils reviennent tous sur la nécessité de poser ce geste qui sauve des vies humaines. C'est un gros signe de solidarité de notre part, de la communauté internationale,
avec le peuple du Burundi pour un peu atténuer les pénuries qui existent à cet égard un peu à travers le monde entier. C'est la même chose chez nous en Allemagne. On est toujours demandant des donneurs du sang parce que ça sauve des vies. Une poche de sang peut sauver 3 vies. Et donc pour ça, nous trouvons que ce geste petit peut avoir un impact fort. Et nous espérons que ça peut aussi donner envie à d'autres personnes de vouloir contribuer, à pouvoir renflouer les réserves de la banque de sang et pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine appelle la population à être plus sensible au don de sang et revient sur les conditions d'exigibilité du donneur de sang. Les personnes éligibles pour faire le don de sang sont les personnes qui sont en bonne santé, et les personnes qui ont un âge compris entre 17 ans et 60 ans. Ils doivent avoir au minimum 50 kg. Et pour les personnes de sexe féminin, il faut qu'elles ne soient pas enceintes, ni allaitantes, ni en menstruation. L'appel que nous pouvons lancer à la population burundaise et aux résidents de ce pays, c'est qu'ils emboîtent le pas de l'appel lancé par son Excellence le ministre de la Santé publique, qui est celui de faire le don de sang, mais également sensibiliser les autres pour qu'ils participent eux aussi au don de sang. Ceux qui sont déjà des donneurs de faire le don de sang régulièrement pour que nous puissions satisfaire aux besoins de la population. Ce geste posé ce vendredi et qui se poursuivra ce samedi s'inscrit dans le cadre de la continuité de la campagne de don de sang lancée le 14 courant lors de la Journée internationale des donneurs de sang. Coup d'œil à l'étranger avant plutôt de mettre en point final à ce journal. Les rescapés du séisme le plus meurtrier de l'Afghanistan continuaient à attendre ce vendredi qu'une aide d'urgence leur parvienne dans leur village dévasté, sans abri ni nourriture ou eau. Et selon les informations tirées sur France 24, indiquent que des fortes pluies aggravent leur situation. Images et commentaires. Pour accéder au village détruit par le tremblement de terre, les secours doivent d'abord traverser des routes de montagne sinueuses. Les convois mettent du temps à arriver dans cette région isolée du sud-est du pays. Cet homme a tout perdu. 10 membres de ma famille sont morts. Mon frère et toute sa famille ont été tués. Aucun n'a survécu. Sur place, peu d'organisations humanitaires. Le gouvernement des talibans a fait appel à l'armée, mais elle manque de moyens. Jeudi, le Pakistan a envoyé 8 camions chargés de nourriture et de produits de premier secours à son voisin afghan. Et des humanitaires iraniens sont arrivés en renfort. Au moment où je vous parle, les équipes opérationnelles du Croissant Rouge iranien et le personnel médical vont se rendre sur place avec 2 avions de l'armée iranienne. 600 tentes et 800 couvertures vont y être distribuées. Ce séisme aggrave une situation humanitaire déjà très précaire, entre famine, épidémie et autres catastrophes naturelles. Il n'y a pas que les 2 provinces de Khost et de Paktika qui sont touchées. Il y a aussi des inondations à travers le pays et de nombreuses régions sont affectées. Les Afghans font actuellement face à d'énormes problèmes. Depuis leur prise de pouvoir en août dernier, les talibans sont privés d'une grande partie de l'aide financière internationale. Ce jeudi, l'ONU a également appelé les talibans à faciliter le travail des organisations humanitaires sur place. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Passez une très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.